Bangarang. Vous écoutez Yeti Radio. Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission consacrée à Madame Hélène Angot. Donc nous sommes avec des filles du groupe Dystopia et Take5. Donc cette partie-là, nous allons nous intéresser sur l'émission Mosaïque, sur la mission Mosaïque. Donc quel était l'objectif de la mission ? Donc la mission, l'objectif c'était d'améliorer notre compréhension du système climatique arctique. Comme je disais tout à l'heure, l'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite que le reste de la planète et on essaye de comprendre pourquoi et quelles seront les conséquences dans les décennies qui viennent. Moi, j'aimerais bien savoir combien de temps la mission elle a duré, ou elle dure. Alors, la mission elle a duré plus d'1 an au total. Donc, la mission s'effectuait à bord du brise-glace allemand Polarstern, qui est parti d'Allemagne début octobre 2019, qui est allé se piéger dans la glace en Arctique courant. Ils sont partis en septembre en fait. Ils sont piégés dans la glace courant octobre et ils ont ensuite coupé les moteurs. Le bateau s'est laissé dériver pendant une année complète et on est rentré en Allemagne le 12 octobre 2020, donc un peu plus d'1 an au total. Louane ? Et donc vous êtes resté combien de temps sur ce brise-glace ? Alors au final, en temps effectif, je suis restée que 2 mois sur le brise-glace. La mission a été un peu plus longue pour moi, puisque en raison de la pandémie, j'ai d'abord fait 2 semaines de quarantaine en Allemagne, dès mi-juillet. Après ces 2 semaines de quarantaine et plusieurs tests Covid, on est enfin parti à bord d'un brise-glace russe d'Allemagne qui nous a amenés jusqu'à la position où se trouvait donc le brise-glace allemand Polarstern. On a eu un peu plus d'1 semaine de navigation et une fois qu'on a rejoint ce brise-glace allemand, on a fait l'échange de personnel. Donc ceux qui avaient déjà passé 3 mois à bord sont rentrés chez eux et nous on est arrivés sur le brise-glace allemand. Et donc là, après, on est resté 2 mois à bord pour faire de la recherche scientifique. Combien de personnes y avait-il sur ce brise-glace au total et quel type de personnes y avait-il ? Est-ce que c'était que des chercheurs, etc. Alors, il y avait une petite 50aine de chercheurs, j'ai plus les chiffres exacts en tête, et ensuite au moins autant de personnel non-chercheurs. Donc là, ça comprend l'équipage du bateau, ça comprend les personnes qui s'occupent des cuisines. Il faut faire à manger, tout ça, donc il faut du personnel. Et puis, il y avait aussi du personnel pour s'occuper de la logistique de l'expédition, c'est-à-dire s'assurer que, en fait, ils voulaient mettre les scientifiques dans les meilleures conditions possibles. Nous, on n'avait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. On est allé tous les jours en fait, le bateau était amarré à la banquise, à la glace, et donc tous les jours, on allait sur la glace pour faire nos recherches, et il fallait que tout soit organisé pour qu'on ait à s'occuper de rien d'autre. Donc il y a des personnes dont le travail est de s'occuper de tout ça. Donc en gros, au total, c'était 110 personnes à bord. D'accord, donc il voulait que vous ayez les meilleures conditions possibles, mais quelles étaient vos conditions de vie ? Comment vous vivez sur ce bateau du coup ? On vit extrêmement bien. Donc on a la vie à bord en fait, donc on a c'est assez exigu. On a une cabine qu'on partage à 2, une cabine assez petite. Après on a la journée type, c'est on se lève vers 7h, 7h30. On a un briefing le matin pour vérifier que la météo est correcte, donc on puisse aller sur la glace sans souci. On passe la matinée dehors à faire les expériences scientifiques qu'on doit faire. On revient à bord entre 11h30 et midi et demi pour le repas du midi. On ressort ensuite l'après-midi jusqu'à 17h30. Ensuite, on a le dîner le soir à 17h30. C'est tôt, mais quand on a passé 4 heures dehors dans le froid, on est content de manger chaud assez tôt. Et ensuite, on a des réunions le soir pour discuter de la journée, planifier la session du lendemain. Et ensuite, le soir, c'est quartier libre. Donc là, soit faire du sport, soit regarder un film, soit discuter avec les collègues. Ça dépend. D'accord. Nino, t'avais une question aussi du coup ?
Eh bien, du coup, qu'est-ce qui vous manquait le plus quand vous étiez sur le navire? Et à l'inverse, qu'aviez-vous sur ce bateau que vous n'aviez pas dans le reste du monde? Alors, ce qu'on avait sur le bateau qu'on n'avait pas dans le reste du monde, je pense que la seule chose, c'était que on n'avait plus à se préoccuper du Covid. On avait tous fait nos 2 semaines de quarantaine. On pouvait se faire la bise. On pouvait, il y avait plus de problème de contamination. On a oublié tout ça. Donc le retour en Allemagne a été un peu dur en octobre quand il a fallu se réhabituer. Disons, je dirais que c'est la seule chose qu'on avait et qui n'existe pas ailleurs. Ce qu'on n'avait pas, évidemment, dans ces conditions, notre famille, nos amis nous manquent puisque on avait accès, on peut envoyer des emails, on a WhatsApp, mais juste on peut envoyer des messages, des textos, on peut pas appeler, pas faire de vidéo, donc ça limite quand même pas mal. On peut communiquer avec nos proches, il y a un téléphone satellite, mais ça coûte assez cher, la qualité est pas super, donc on s'amuse pas à appeler tous les soirs pendant 2 heures, puisqu'en plus on est trop nombreux à bord, donc c'était des petits appels téléphoniques de 5-10 minutes de temps en temps. Et puis, ce qui manquait aussi au bout d'un moment, enfin moi, ce qui m'a manqué, c'est la nourriture. J'avais envie de fruits et de légumes, puisque vous imaginez bien qu'on part, donc on mange, ils partent avec des fruits et légumes au départ, et puis rapidement, il n'y a plus grand-chose, et à la fin, on mange des patates et de la viande tout le temps. Et au bout d'un moment, on est content de rentrer pour ça. Ouais. Agathe, aussi, t'avais une question? Et quel a été votre meilleur et pire souvenir sur cette mission? Alors, le meilleur souvenir, il faudrait que je réponde à la science, mais dans ce cas-là, ça sera accessoire. Le meilleur souvenir pour moi, c'était de voir des ours polaires. J'ai commencé à faire de la science dans ce domaine-là, parce que quand j'étais petite, j'avais un rêve, c'était de voir des ours polaires. Et donc là, enfin, à 34 ans à l'époque, voir des ours polaires en vrai, ça a été un moment magnifique. Et le pire souvenir, il n'y a pas vraiment eu de jours extrêmement difficiles. Je dirais qu'il y a eu des moments où on passe l'après-midi dehors, il fait froid, il fait humide, il y a du brouillard, on sent plus ses doigts, on sent plus ses pieds. Il y a des jours où on se dit qu'est-ce que je fais là, quoi. Peut-être des petites frayeurs aussi lors des missions? Des frayeurs, pas trop, parce que tout était extrêmement bien encadré. Les plus grosses frayeurs, c'est même pas des frayeurs, mais on avait toute une logistique pour justement éviter de se retrouver nez à nez avec des ours polaires, où on avait des guets, des gens qui faisaient le guet avec des jumelles aux quatre coins du camp. Et il y a eu un jour où on en a vu arriver un peu tard. Et donc on avait tous une radio sur nous, et il y a eu un moment où d'habitude en général ils préviennent tout le monde, il y a un ours polaire qui approche, prenez le temps de ranger vos affaires, vous avez le temps de rentrer à bord. Là c'était il y a un ours polaire qui arrive, vous lâchez tout et vous courez à bord. Et donc dans ces cas-là on se dit mince, il faut y aller, quoi. Ok. Julien, t'avais une question? En fait, c'était par rapport au fait de se laisser dériver dans le brise-glace. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est impressionnant? Est-ce qu'il y a des bruits particuliers? Alors, le bruit, pas tant que ça, puisque ça se fait très doucement. Il y a des jours où on dérive de quelques mètres dans la journée. Le bruit était beaucoup plus impressionnant, notamment à l'aller, quand il a fallu casser la glace avec le brise-glace russe pour râler jusqu'au cœur de l'océan Arctique, où là, on a l'impression de se faire broyer vraiment par la glace. C'est vraiment impressionnant. La nuit, surtout, ça nous réveille. On entend des grands bruits. Après, pour la dérive en telle quelle, ce qui m'a le plus impressionné au final, c'est la vitesse à laquelle la banquise bouge. Où donc j'ai passé des longues après-midi dehors à regarder la glace. Et il y a des fois vraiment où on voit des morceaux de glace bouger d'un coup, et vraiment ça se passe en l'espace de 2-3 minutes, où on voit des petites collines se former, et ça bouge à une vitesse D'accord. incroyable en fait. Wow. Ouais, Nino. Qu'est-ce que cette mission vous a apporté personnellement?
Personnellement, je dirais que c'est plus d'un point de vue scientifique. Je travaille sur ces thématiques arctiques depuis plusieurs années maintenant, et le fait de vivre au rythme de la banquise et de l'Arctique pendant 2 mois complets, ça permet vraiment de se rendre compte de ce qu'est cet écosystème, et c'est toujours beaucoup plus facile d'étudier un milieu lorsqu'on l'a vu de ses yeux et que on se rend vraiment compte, on a pris le pouls de cet endroit, quoi. Et ça, le fait de pouvoir avoir des images en tête que je puisse associer à mes questions scientifiques, ça change beaucoup de choses. Est-ce qu'elle vous a impacté mentalement cette mission? Peut-être vis-à-vis du fait de voir que l'écosystème est assez fragile finalement et qu'il faudrait y prêter plus attention? Alors ça, c'est des choses, c'est des questions auxquelles je suis quand même sensibilisée depuis de longues années, mais on est passé par le pôle Nord mi-août, le pôle Nord géographique, et j'y étais jamais allée avant, et moi dans ma tête c'était le pôle Nord, j'imaginais ça blanc, rempli de glace. Et en fait, je me suis retrouvée au pôle Nord en plein été, et en fait, il y avait des mares, ce qu'on appelle des mares de fonte partout. C'est-à-dire, c'était une banquise, ça ressemblait à du gruyère, en fait. C'était vraiment des flaques d'eau partout, qui est vraiment un témoignage fort de la vitesse à laquelle l'Arctique se réchauffe, à la vitesse à laquelle la banquise fond. Et pour moi, ça a été une image forte qui restera gravée dans ma mémoire et dans la mémoire de tous les scientifiques avec qui j'étais. C'était vraiment incroyable de voir ça à cette époque-là de l'année. On ne pensait pas que ça en était à ce point-là, quoi. D'accord. Victoria? Est-ce que du coup, l'objectif de la mission, il a été rempli? Oui, l'objectif de la mission a été rempli. On a collecté une quantité de données incroyable. La beauté de cette mission, je dirais la force, c'est que c'est une mission interdisciplinaire. En général, on fait des missions avec des chercheurs qui travaillent sur l'atmosphère, des chercheurs qui travaillent sur l'océan, chacun dans son coin, des spécialistes de la glace de mer. Et là, en fait, on était tous ensemble à travailler main dans la main pour répondre à ces questions scientifiques. Donc, dans ce cadre-là, c'est un immense succès. Et là, une force incroyable, et là je salue les équipes logistiques, c'est que malgré la pandémie de Covid, la mission a été menée à bien de bout en bout, et ça c'est assez extraordinaire. D'accord. C'est principalement sur les effets du réchauffement climatique, tout ça que vous avez travaillé, en majeure partie du moins. Est-ce que vous restez tout de même optimiste? Est-ce que vous pensez que les choses vont bouger ou pas trop? Comment vous le voyez, vous? Alors j'ai envie quand même de faire passer un message d'optimisme où les choses bougent doucement, mais il y a des efforts qui sont faits. Une chose est claire par contre, c'est qu'il faudrait que ça bouge beaucoup plus vite pour limiter l'impact. Les efforts qui sont faits actuellement sont absolument pas suffisants pour limiter le réchauffement climatique. D'accord. Bon, ben merci à vous en tout cas de nous avoir consacré votre temps. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, et on se dit à la prochaine, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Bangarang. Vous écoutez Yeti Radio.